Bonjour, ici Ali Jaloli de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur le thorax et le diaphragme. Sur le slide numéro 2, on voit la cage thoracique. Celle-ci est limitée en avant par le sternum, en arrière par les vertèbres thoraciques et latéralement par les côtes. Son orifice supérieur, appelé le détroit supérieur, est limité par la première vertèbre thoracique, la première paire de côtes et le bord supérieur du manubrium. Son orifice inférieur ou le détroit inférieur est limité par la 12e vertèbre thoracique, la 12e paire de côtes, les cartilages costaux du 7e au 10e et l'articulation exiphyse-sternale. Sur le slide numéro 3, on voit les vertèbres thoraciques. En arrière, la cage thoracique est formée de 12 vertèbres thoraciques séparées par des disques intervertébraux. Chaque vertèbre est composée d'un corps et d'un arc. Le corps vertébral présente de chaque côté deux facettes articulaires pour les côtes, les facettes costales supérieures et inférieures. L'arc vertébral est formé de deux pédicules et deux lames. Les pédicules présentent une incisure sur leur bord supérieur et inférieur. Les incisures entre deux vertèbres adjacentes forment un foramen intervertébral qui permet le passage aux nerfs et vaisseaux spinaux. Chaque arc vertébral possède 7 processus. Un processus épineux qui est dirigé postério-inférieurement, deux processus transverses qui, à l'exception de T11 et T12, s'articulent avec les côtes, et 4 processus articulaires, deux supérieurs et deux inférieurs, pour former les articulations zygapophysaires avec les vertèbres adjacentes. Entre le corps et l'arc vertébral, on trouve le foramen vertébral. Les foramens vertébraux de toutes les vertèbres forment le canal vertébral pour le passage de la moelle spinale. Le slide numéro 4 nous montre le sternum. Le sternum est formé de 3 parties, le manubrium, le corps et le processus xiphoïde. Sur le manubrium, on voit l'incisure jugulaire et les incisures claviculaires et costales. Le corps est formé de 4 sternets fusionnés. On y trouve les incisures costales pour l'articulation des 3e au 6e cartilages costaux. Notez bien l'articulation du 2e cartilage costal avec l'angle sternal et le 7e cartilage costal avec la jonction exiphyse-sternale. Le slide numéro 5 nous montre les côtes. On classifie les côtes en deux groupes. Les 7 premières côtes sont des vraies côtes. Elles sont vertébro-sternales. Les fausses côtes sont du 8e au 12e. Leurs cartilages costaux n'articulent pas avec le sternum. Les fausses côtes elles-mêmes sont classées en deux groupes. Des côtes vertébrochondrales de 8 à 10 et les côtes flottantes 11 et 12. Sur l'image à droite, on voit le bord costal formé du 7e au 10e cartilage costaux. Les deux bords costaux forment l'arc costal. L'angle infrasternal se trouve en dessous de cet arc. Sur le slide numéro 6 à droite, on voit une côte typique. Les côtes typiques sont du 3e au 9e côte. Leur tête s'articule avec deux corps vertébrales. Chaque côte typique possède 4 parties. La tête qui s'articule avec le corps vertébral, le tubercule qui s'articule avec la facette costale du processus transverse, le col qui se trouve entre la tête et le tubercule, et le corps.
Sur la face interne du bord inférieur du corps, on trouve le sillon costal, dans lequel se trouvent les vaisseaux et nerfs intercostaux. Le corps se poursuit par un cartilage costal. À gauche, on voit une articulation costo-vertébrale. La facette inférieure de la tête de la côte s'articule avec la facette supérieure sur le corps de la vertèbre correspondante. La facette supérieure de la tête de la côte s'articule à la facette inférieure sur le corps de la vertèbre précédente. Le tubercule de la côte s'articule avec le processus transverse de la vertèbre correspondante. Ces articulations sont des articulations synoviales planes. Sur le slide numéro 7, on voit les articulations de la paroi thoracique. Notez bien que les articulations manubrio-sternales, appelées langue sternale, exiphi-sternale, la première articulation sternocostale et les articulations costochondrales sont toutes les articulations cartilagineuses. Les articulations sternocostales et costovertébrales sont toutes des articulations synoviales planes. Le slide numéro 8 nous montre l'espace intercostal situé entre deux côtes. On y trouve les muscles intercostaux organisés en trois plans. Les muscles intercostaux externes, internes et intimes. Rappelons-nous que les faisceaux neurovasculaires intercostaux, composés de la veine, de l'artère et du nerf, se trouvent dans les sillons costaux, entre les muscles intercostaux internes et intimes. Notez bien aussi la présence des membranes intercostales externes antérieurement et internes postérieurement. Sur l'image en haut à gauche, on voit des autres muscles de la cage thoracique, les muscles thoraciques transverses. L'image en bas à gauche vous montre la ponction pleurale au niveau du bord supérieur d'une côte. Sur le slide numéro 9, on voit les artères intercostales. En haut à gauche, on voit les artères intercostales antérieures. Elles sont des branches de l'artère thoracique interne ou de l'artère musculophérénique. En haut à droite, on voit les artères intercostales postérieures. Elles sont des branches de l'artère intercostale suprême ou de l'aorte thoracique descendante. Sur l'image en bas, on voit que les artères intercostales antérieures et postérieures s'anastomosent. Sur le slide numéro 10 à gauche, on voit les veines intercostales. En haut, on voit les veines intercostales antérieures, se drainant dans les veines musculophéréniques et thoraciques internes. En bas, on voit les veines intercostales postérieures, qui se drainent dans le système azygos. En bas à droite, on voit un nerf intercostal. Les nerfs intercostaux sont formés par les rameaux ventraux des nerfs spinothoraciques. On divise les nerfs intercostaux en deux groupes. Les nerfs intercostaux typiques se trouvent dans le sillon costal en dessous de l'artère. Ils donnent des branches cutanées pour la peau, des branches musculaires pour les muscles, des branches sensorielles pour la plèvre et possèdent des rameaux communicantes avec les ganglions sympathiques. Les nerfs intercostaux atypiques entrent dans l'innervation du membre supérieur et de l'abdomen. L'image en haut au milieu vous montre un résumé des dermatomes à droite et des myotomes à gauche. L'image en haut à droite vous montre une éruption cutanée sur un dermatome causée par une maladie virale appelée le zona. Le slide numéro 11 nous montre le diaphragme. Ceci est formé d'une périphérie musculaire et d'un centre tendineux. Le diaphragme possède trois origines sur le détroit inférieur du thorax et une insertion son tendon central.
Ces trois origines sont l'origine sternale sur la surface postérieure du processus xiphoïde, les origines costales sur les faces internes des six côtes inférieures et qui forment les dômes droit et gauche, et les origines lombaires. Ces origines lombaires incluent 2 piliers et 5 ligaments arqués. Le pilier droit s'attache aux faces antérieures de vertèbres lombaires L1, L2 et L3. Le pilier gauche s'attache aux faces antérieures de vertèbres lombaires L1 et L2. Le ligament arqué médian qui se trouve antérieur au hiatus aortique et il joint les 2 piliers. Les ligaments arqués médiaux droit et gauche qui couvrent les muscles psoas majeurs et les ligaments arqués latéraux droit et gauche qui couvrent les muscles carrés de l'ombre. Le slide numéro 12 nous montre les 3 hiatus majeurs du diaphragme. Hiatus de la veine cave inférieure se trouve au niveau T8 à 2 cm à droite de la ligne médiane, dans le tendon central. Il transmet la veine cave inférieure, le nerf phrénique droit et des vaisseaux lymphatiques du foie. L'hiatus œsophagien se trouve au niveau T10, 2 cm à gauche de la ligne médiane, dans le pilier droit. Il transmet l'œsophage, les vaisseaux œsophagiens et les nerfs vagues. L'hiatus aortique se trouve au niveau T12, postérieur au ligament arqué médian, et transmet l'aorte descendante, le conduit thoracique et la veine azygos. Sur le slide numéro 13 à gauche, on voit l'innervation du diaphragme. L'innervation motrice et sensorielle du diaphragme est principalement effectuée par les nerfs phréniques qui sont des branches du plexus cervical C3, 4 et 5. L'image à droite nous montre la vascularisation du diaphragme. Celle-ci est effectuée par les artères et les veines phréniques supérieures et inférieures, musculophréniques et péricardiophréniques. Ceci termine notre cours sur le thorax et le diaphragme.